Bonjour à tous. Alors, dans le précédent épisode de Passion Immo, je détaillais les 5 flops de l'année 2025. On va passer cette fois au top de l'immobilier de l'année 2025, toujours. Donc, c'est toujours ces 2 épisodes un petit peu bilan. Alors, au début, quand j'ai commencé à préparer l'épisode, je me suis dit, mais je vais galérer. Est-ce que je vais vraiment trouver tant de bonnes raisons d'espérer ou des bonnes nouvelles en 2025? Ben oui, finalement, et c'est ça qui va être assez intéressant. Et comme on est sur des éléments qui devraient continuer de se poursuivre en 2026, ben, je trouve intéressant finalement de faire émerger ces éléments. Quels sont-ils? Ben, on va parler du marché de l'ancien, on va parler des prix de l'immobilier, on va parler des conditions des crédits immobiliers, on va parler du recul provisoire de la tension locative, et puis je terminerai par un 5e top. Est-ce que l'investissement immobilier est toujours d'actualité en 2026? Bah, vous vous doutez que si j'ai mis ça dans les tops, c'est qu'a priori, oui, c'est toujours le cas. Allez, Passion Immo, c'est parti. Premier top, le marché de l'ancien. Où en est le marché de l'ancien? Bah, le marché de l'ancien, il a carrément repris des couleurs en 2025. On a eu une année 2023 compliquée, une année 2024 tout aussi compliquée, avec une chute régulière des ventes dans l'ancien. Alors comme on avait en plus de ça un immobilier neuf, de la construction neuve qui se portait très très mal. Alors ça, c'est toujours le cas, et je l'ai mis dans les flops de l'année 2025, malheureusement. On était quand même en droit de se demander si ce marché allait quand même retrouver des couleurs progressivement. Alors c'est le cas, c'est plutôt une bonne nouvelle, voire même une très bonne nouvelle, parce que on va pas se le cacher non plus, le marché de l'ancien, c'est le marché qui est le plus porteur en France, très loin devant le marché du neuf, hein. Il y a pas photo à ce niveau-là. Et donc, on en est à quel niveau des chiffres fin 2025? Fin 2025, on va être, parce qu'on n'a pas encore les statistiques très précises, on sera à environ 925 000, 930 000 transactions. C'est excellent. Pourquoi c'est excellent? Parce qu'en 2024, on était à 845 000 transactions. Et je rappelle que un niveau moyen de transactions acceptable, c'est-à-dire acceptable, qui fait que le marché est suffisamment fluide, que les vendeurs parviennent à vendre leurs biens et que les acquéreurs trouvent suffisamment de biens sur le marché, et qui fait que là encore, les intermédiaires y trouvent leur compte, parce que c'est aussi important dans ce vaste ensemble qu'est l'économie de l'immobilier. 925 000 transactions, il faudrait pas grand-chose pour qu'on touche le million de transactions dans l'ancien sur l'année. Donc c'est plutôt une excellente nouvelle. Et là, honnêtement, sur cette conjoncture, on est sur des conditions concernant le marché de l'ancien extrêmement favorables. Alors là, c'est vraiment une nouvelle qui est plutôt excellente, même si il faut toujours la relativiser un petit peu, parce qu'on a constaté que la demande, elle s'essoufflait un petit peu au cours des tout derniers mois de l'année 2025. Donc, affaire à suivre, mais là, c'est plutôt un très bon indicateur. Deuxième top de l'année 2025, les prix des biens immobiliers. Alors pourquoi là encore c'est un indicateur important? C'est tout simplement un indicateur important parce que quand les prix reprennent là encore un petit peu des couleurs, alors évidemment les acquéreurs font la tête, mais côté vendeur c'est un signal d'aller sur de la vente. Quand les prix baissent, ce qui a été le cas quand même, c'est les 2 années précédentes, quand les prix baissent, ça incite pas à vendre son bien. Que font les gens? Ce qu'ils ont fait d'ailleurs, ils attendent. Voilà, ils disent on vendra quand les prix auront un petit peu repris. Or les prix réaugmentent, mais la bonne nouvelle c'est qu'ils augmentent assez peu finalement. Donc suffisamment pour que les vendeurs ou les potentiels vendeurs se disent il est peut-être temps de mettre mon bien sur le marché parce que les prix reprennent.
Mais ça n'augmente pas suffisamment pour effrayer les acquéreurs. Donc on est sur plutôt un niveau d'équilibre assez intéressant. Qu'est-ce que nous donnent les chiffres ? Au cours des 3 derniers mois de l'année 2025, les prix ont augmenté globalement de 3,1%. Alors toujours attention avec ce type de chiffre, 3,1%. C'est une moyenne. En fait, il faut retourner au printemps 2020 pour retrouver une hausse de ce type. Donc, au bout de 5 ans, on a retrouvé une hausse des prix suffisamment correcte pour le signaler. Ça, c'est le premier élément. Alors l'augmentation, si on affine un petit peu les choses, elle va concerner environ les 2/3 des villes de plus de 40 000 habitants. Il y a un an, c'était seulement le tiers, même pas le tiers, 25% environ des villes de plus de 40 000 habitants qui subissaient, enfin qui plutôt connaissaient cette hausse des prix. Voilà. Donc ça veut dire que non seulement on a une hausse des prix et qu'on a un nombre beaucoup plus important que l'année dernière de villes qui enregistrent cette augmentation. Même si on a des métropoles, je peux citer Bordeaux, Lyon ou Paris, qui mettent en avant des hausses beaucoup plus modérées, mais des hausses quand même, alors que ces 3 villes dont je parle étaient des villes qui avaient plutôt enregistré des baisses. Donc ça, c'est le deuxième top, incontestablement, et il faut donc le signaler très fortement, parce que là, ça nous fait quand même 2 indicateurs qui sont des indicateurs plutôt très positifs pour cette analyse du marché de l'immobilier que l'on fait au cours de cet épisode. Troisième top, les conditions des crédits immobiliers. Alors là, il y a un certain nombre de choses à dire, parce que là, on revient de loin. Alors en fait, on revient de loin sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est la hausse des taux d'intérêt que l'on avait enregistrés. Qu'est-ce qu'on a constaté en 2025 ? Les taux ont diminué. Alors ils sont finalement passés juste en dessous de cette barre symbolique des 3% sur 20 ans. Maintenant, en moyenne, on est sur des taux qui se maintiennent autour de 3,25%. Alors il y a 2 observations à faire à ce sujet-là. La première, c'est qu'on imaginait, quand on se projette en septembre 2025, on imaginait que les taux de crédit allaient peut-être très fortement augmenter, compte tenu de la pression budgétaire actuelle, la pression des OAT sur 10 ans qui faisait qu'il y avait quand même un certain nombre d'indicateurs qui pouvaient nous faire craindre ça. Il y avait aussi l'incertitude politique, voilà, tout un tas d'éléments qui ne sont pas extrêmement favorables pour maintenir des taux faibles, mais finalement ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que ces contraintes réelles, je ne suis pas en train de les minimiser, parce qu'elles existent inévitablement, ces contraintes n'ont pas été un facteur négatif sur ces taux de crédit, et donc les taux de crédit sont restés en dessous de 3%. Alors évidemment, il y a les esprits chagrins qui vont dire, bah oui, mais on était à 1% il y a quelques années, 3% c'est 3 fois plus. On est d'accord. Maintenant, il faut faire une croix sur les taux à 1%. On n'est pas prêt de les revoir arriver. Donc finalement, 3%, on peut considérer que c'est un bon équilibre. Ça a redonné du pouvoir d'achat immobilier à ceux qui veulent emprunter. Et ça, là encore, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, là encore, pour relativiser, on a pu constater au cours des 2 derniers mois de l'année 2025, une très légère reprise des taux d'intérêt. Mais attention, c'est une reprise très très légère, vraiment à la marge, qui ne porte pas d'éléments négatifs global. Et on peut penser qu'en 2026, ces taux d'intérêt vont se maintenir à ce niveau-là. Deuxième bonne nouvelle concernant les conditions des crédits immobiliers, c'est que les banques se sont mises à reprêter auprès de leurs clients. Elles avaient un peu fermé les robinets du crédit. Alors ceux qui en avaient le plus souffert, bien sûr, ce sont les primo-accédants. C'est toujours eux qui sont visés en priorité quand le volant du crédit se ferme. Donc les banques ont commencé à reprêter.
Bah, tout simplement parce que voilà, elles sont de nouveau dans une logique d'attirer des nouveaux clients, notamment. On sait que le crédit immobilier, c'est un volet essentiel pour attirer des clients et ensuite être en capacité de leur proposer d'autres produits. Alors, je suis pas en train de dire que c'est redevenu un produit d'appel, le crédit immobilier, comme c'était le cas il y a encore quelques années. Disons qu'on a assisté à une politique beaucoup plus favorable de la part des banques. Les courtiers l'ont bien vu quand on les interroge, ils disent tous que effectivement, ils ont eu moins de difficultés à placer des dossiers que ça avait été le cas les années précédentes. Donc là encore, on est sur des éléments, un troisième élément extrêmement favorable. Il faut pas hésiter à le rappeler. Et donc, vous voyez, quand on commence à décliner tous ces éléments entre le marché de l'ancien qui est reparti, les prix qui augmentent un tout petit peu et ces conditions de crédit immobilier, on peut pas non plus ici bouder son plaisir et se dire que ces éléments, on aurait bien aimé les avoir il y a encore un an, donc il faut voir, comme j'ai souvent l'habitude de le faire, voir ici le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, surtout que ces indicateurs, ils sont incontestables et ils sont des éléments extrêmement positifs sur le marché de l'immobilier. Le quatrième top va concerner la tension locative. Alors attention, là, on va pas sauter au plafond quand même aussi facilement que pour les trois informations précédentes, mais quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que la tension locative ? On constate bien que depuis quelques années, il y a une difficulté tout simplement à obtenir un logement quand je veux, je sais pas moi, chercher pour ma famille un T4, admettons, ou quand je suis étudiant, que je veux trouver un studio pour le temps de mes études. Bon voilà, je prends deux exemples comme ça. On voit bien que c'est devenu extrêmement difficile. Dans certaines villes, c'est quasiment devenu impossible. Bon, c'est ça la tension locative si je l'exprime en des termes qui n'ont rien d'économique. Cette tension locative, on a constaté qu'elle recule pour la première fois en 6 ans. Alors, donc c'est un élément plutôt positif. C'est-à-dire que en 2025, on a une inflexion de la tension locative pour la première fois depuis 2019. Ça veut dire qu'on a une pression sur le logement privé qui recule, mais très légèrement, comme on va le voir. On a des loyers qui commencent à stagner sur certains segments, plutôt un signal d'un possible changement de régime, mais j'ai dit possible changement de régime, on va pas crier victoire aussi rapidement. Donc c'est une évolution réelle, mais extrêmement fragile, mais qui peut intéresser les investisseurs, parce qu'on sait que les investisseurs, ils sont en partie, pas complètement, mais ils ont un petit peu déserté le marché de l'immobilier, et ça peut les inciter à revenir. Mais là où je vais être quand même très mesuré dans ce quatrième top, c'est que cet indicateur de tension locative qui a été publié au tout début de l'année 2026, il nous donne une mesure chiffrée. La mesure chiffrée, on va la prendre avec des pincettes quand même. En fait, c'est un indice qui rapporte le nombre de candidats à l'allocation, à l'offre disponible. Il était cet indicateur de 4,69 en 2025 et il était de 4,8 un an plus tôt, donc en 2024. Donc on voit bien qu'on a un mouvement qui est extrêmement modeste, mais assez symbolique parce que, comme je l'ai dit au début de cette présentation, c'est la première fois qu'on a cette baisse de cette tension locative depuis 6 ans, et c'est quand même un fait extrêmement intéressant à constater. Mais alors, à voir s'il se prolongera, et donc là-dessus, l'année 2026 sera absolument essentielle. Cinquième et dernier top. On va observer, ou plutôt se poser une question, est-ce que l'investissement immobilier est toujours d'actualité ? Oui, il est toujours d'actualité. Alors, ça peut sembler un petit peu contradictoire, mais en fait, en même temps, avec tout ce que je viens de décrire, on a des éléments plutôt positifs. C'est-à-dire, il faut que l'investisseur immobilier fasse extrêmement attention à une chose.
il y a une nuance, pour ne pas dire parfois un gouffre, entre le ressenti général, parfois exprimé sur les réseaux sociaux, et la réalité économique, et la réalité du marché, et la réalité des opportunités d'investissement. C'est-à-dire que quand on entend certains, le marché s'est totalement effondré, il n'y a plus d'opportunités, les banques ne prêtent plus rien, etc. Alors, toujours cette vision apocalyptique. Et on sait que les réseaux sociaux ont tendance à envenimer cette présentation noire au possible. Donc il faut y faire attention. Alors, évidemment, il ne faut pas complètement la balayer. On a vu qu'en 2022-2023, il y avait quand même des signes des signes réels d'un marché qui était en difficulté. Tous ces éléments se sont gommés, voire se sont améliorés en 2025, et c'est plutôt ça qu'il faut voir. La chose à dire, c'est qu'il y a des investisseurs qui ne regardent pas tout ça, qui n'écoutent pas la rumeur générale, le bruit général sur les réseaux sociaux. Ils laissent ça de côté. Eux, ce qui les intéresse, c'est les opportunités auxquelles ils pourraient avoir accès. Et je pourrais vous multiplier les exemples de personnes qui ont continué d'investir en 2022, 2023, 2024, 2025, en laissant complètement de côté cette impression générale. Bon, pourquoi l'investissement immobilier il reste toujours d'actualité? Alors je vais pas trop développer parce que j'ai décidé de consacrer un prochain épisode sur cette question-là et d'aller beaucoup plus dans le détail de l'investissement immobilier. L'investissement immobilier, il a quelques caractéristiques. Un effet de levier, du crédit et de la construction de patrimoine qui est visible. C'est-à-dire, vous avez une banque qui va vous financer jusqu'à, alors évidemment ça va dépendre des périodes, mais qui peut vous financer jusqu'à 70%, 110% d'un projet. Et puis finalement, l'investissement immobilier, c'est utiliser l'argent des autres pour acheter un actif. C'est quoi l'argent des autres? C'est la banque et c'est votre locataire. Voilà. Bon, est-ce qu'en 2025, ce pilier fondamental de l'investissement immobilier a disparu? Pas du tout. Et là, cette originalité, originalité, j'y mets des guillemets, hein, elle est connue. Je trouve que un nombre trop important de personnes vont éventuellement vers d'autres actifs qui ne présentent absolument pas ce même atout. Voilà. Donc il faut jamais oublier ce pilier fondamental de l'investissement immobilier. Il est toujours très présent. Deuxième élément, le logement, ça reste un besoin fondamental. Et ça reste d'autant plus un besoin fondamental dans une période où il y a moins de logements sur le marché et qu'on a une tension locative importante. Je renvoie à mon précédent top. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous choisissez correctement votre bien immobilier, alors que ce soit en 2025 ou en 2026, mais vous allez trouver des locataires. Voilà. Là-dessus, il faut pas trop quand même se poser de questions. Alors évidemment, sauf si j'achète un logement dans le fin fond de la Creuse, dans le fin fond de la Nièvre, etc. Quoique, ça va dépendre encore des endroits. Mais disons que il y a des opportunités suffisantes dans beaucoup de villes avec une forte demande locative. Et moi, si j'arrive à capter un bien que je vais acheter, alors évidemment, après, il y a des éléments tels que le prix, etc., les travaux que je vais mettre en œuvre qu'il faut regarder avec attention. Mais tout ceci est quand même très présent. Et le troisième élément qui pour moi fait que cet investissement immobilier reste toujours d'actualité, c'est qu'on reste toujours avec des dispositifs fiscaux extrêmement intéressants. Alors là, ça mériterait une discussion beaucoup plus importante, mais quand vous allez revendre votre bien, vous allez bénéficier d'un régime des plus-values immobilières des particuliers qui reste toujours très attractif du fait des abattements qui vont s'appliquer en fonction de la durée de détention du bien, devrait, mais à l'heure où j'enregistre cet épisode, je n'en sais rien, donc je vais être très prudent, mais on a le sentiment ces tout derniers jours que le statut du bailleur privé, il a avancé dans une direction
plutôt positive. Donc cette fiscalité, elle reste à regarder avec beaucoup, beaucoup d'attention. Et ce qui fait que quand je croise ces éléments que je viens de vous donner avec ceux que j'ai indiqués précédemment, à savoir des prix qui augmentent légèrement, mais pas suffisamment encore pour dissuader les acquéreurs, l'offre de crédit qui est devenue beaucoup plus accessible, et puis ce que je citais au tout début, un marché de l'ancien qui reprend des couleurs, on voit bien que nous sommes dans une fenêtre d'opportunité qui certes pourrait se refermer peu à peu, mais qui permet là d'offrir des capacités d'aller sur ce marché et d'investir qui sont très très fortes. Et c'est là où il ne faut pas écouter les oiseaux de mauvais augure qui ont un peu tendance quand même à plomber le moral des gens. Il faut regarder ces éléments fondamentaux, il faut les regarder froidement, les analyser, et là ça montre bien que nous sommes quand même dans une dynamique qui peut être extrêmement intéressante. Après, le bémol, c'est qu'il faut faire extrêmement attention, il faut choisir avec beaucoup de signaux pour éviter certains biens, on est d'accord. Voilà, analyser le marché, bien connaître le marché. Voilà, ici on est sur des choses que je vais pas développer parce que tellement elles sont évidentes. Et comme j'ai dit, j'y consacrerai un épisode très prochainement pour aller beaucoup plus loin dans cette direction. Donc voilà. Alors pour terminer, donc vous voyez mes 5 tops de l'année 2025. Le marché de l'ancien qui se porte plutôt bien. La tendance sur les prix plutôt intéressante, les conditions de crédit immobilier, là encore, intéressantes et plutôt qui vont dans une direction positive, ce recul provisoire de la tension locative et le fait que l'investissement immobilier reste toujours d'actualité. Alors si vous voulez contrebalancer ces éléments-là avec des éléments plus négatifs, vous allez écouter l'épisode précédent, puisque là je détaille de la même manière les 5 flops de l'année 2025. Et honnêtement, à travers ces 2 épisodes, vous aurez quand même une photographie assez précise et rigoureuse, je pense, de la situation de l'immobilier en France en cette fin d'année 2025 et les tendances que cela devrait nous apporter pour 2026. Comme d'habitude, vous pouvez laisser des commentaires, contester éventuellement pas des informations, parce que là, en revanche, là-dessus, je suis très factuel. Mais les analyses que je fais peuvent être discutées sans problème. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, etc., sur Facebook, et j'en passe, je suis à peu près présent partout. Vous pouvez m'écrire même directement. Vous en avez certains parmi vous qui le font parfois quand ils ont des questions à me poser. Donc je reste extrêmement disponible si nécessaire. Eh bien, je vous dis à très bientôt et notre prochain épisode sera consacré à une thématique, j'en dis pas plus pour l'instant, qui va être assez technique mais très intéressante quand on est un entrepreneur qui souhaite acquérir un patrimoine immobilier et l'utiliser dans le cadre de son activité professionnelle. Un sujet que j'ai jamais traité jusqu'à maintenant et j'ai un invité qui va nous donner des pistes extrêmement intéressantes sur ce point. À très bientôt.